Il est 19h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce vendredi 11 mai 2012. Bonsoir à toutes et à tous. Ralentissement de la croissance et déficit accru. La situation financière française inquiète Bruxelles. Une situation que François Hollande avait anticipée. Il l'a dit à Tulle, en Corrèze. Les proches du président élu visent, eux, directement la politique menée par Nicolas Sarkozy. Passation de pouvoir mardi et début d'une nouvelle semaine marathon pour François Hollande. Le nouveau chef de l'État envisagerait une cérémonie symbolique au Panthéon, comme François Mitterrand il y a 31 ans. Les législatives qui se profilent dans un ciel déjà chargé de parachutage. Jean-Luc Mélenchon pourrait atterrir à Hénin-Beaumont pour ferrailler avec Marine Le Pen. Henri Guénaud, la plume de Nicolas Sarkozy, fait un atterrissage dans les Yvelines. Atterrissage peu apprécié par le prétendant local. C'est donc une rafale de chiffres dont se serait bien passé le président élu. Les prévisions de Bruxelles sur la croissance française comme sur les déficits à venir pourraient bien compliquer la mise en œuvre du programme de François Hollande. Cet après-midi, Jérôme Cahuzac, le président socialiste de la Commission des finances de l'Assemblée, évoquait déjà la nécessité de mesures supplémentaires pour infléchir les déficits publics. Nathalie Guillouard. Le programme de François Hollande, déjà contrarié par les mauvais chiffres de la Commission européenne. Bruxelles annonce une croissance de 1,3%, un chiffre inférieur aux prévisions de François Hollande qui misait sur une croissance d'1,7%. Il est vrai que les projections des autorités françaises sont légèrement plus optimistes que les nôtres, notamment pour l'année prochaine. Ces différences sont dues au rythme de la reprise des investissements et des exportations. Une mauvaise nouvelle qui n'arrive pas seule pour le nouveau président socialiste. La Commission européenne annonce aussi un dérapage du déficit français. Il devrait atteindre 4,2% du PIB en 2013, selon les prévisions de la Commission européenne. Mais François Hollande maintient le cap et réitère sa promesse de respecter l'objectif de 3%. Cette dégradation, il déclare l'avoir anticipée. Une demande d'évaluation à la Cour des comptes de la réalité budgétaire aurait été faite par le président élu il y a quelques semaines. Dans le camp du Parti socialiste, l'explication de ces mauvais chiffres est simple. On rejette la faute sur Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Et donc, dès mardi, François Hollande se jettera dans le grand bain européen avec une première rencontre avec Angela Merkel. Une priorité, la relance de la croissance et un défi, celui de la crise grecque qui ravive les craintes sur l'avenir de la zone euro. Sur place à Athènes, les Grecs se cherchent toujours un gouvernement ce soir. Sandra Cerquera. Depuis 5 jours, la Grèce toujours en quête d'un gouvernement. Une crise politique qui pourrait bien se transformer en chaos économique. La gauche radicale refuse de travailler avec des partis favorables au plan de sauvetage, conservateurs en tête. Les espoirs de trouver une coalition s'éloignent. Nous, on fait ce que l'on peut pour qu'il y ait un gouvernement. Il faut que l'on ait un gouvernement et un gouvernement solide. Et pour cela, il faut que le Syriza participe, ou du moins qu'il apporte son soutien passif. Car c'est une chose de prendre ses responsabilités politiques, c'en est une autre de protester gratuitement. De nouvelles élections sont inévitables si la gauche ne change pas d'avis. Et plus le temps passe, plus la pression s'accentue sur Athènes. Les responsables allemands ne cachent plus leur volonté de voir les Grecs quitter l'euro. D'ailleurs, pour l'Allemagne, un tel scénario ne menacerait pas la monnaie unique. Nous avons décidé la fin de la politique d'endettement. Les accords entre les États ne sont pas invalidés par de nouvelles élections. Le traité budgétaire a été conclu et il est valable. Nous comptons tenir nos promesses d'aide. Mais cela signifie que la Grèce doit mettre en œuvre les réformes que nous avons convenues. Autrement dit, de nouvelles mesures d'austérité à venir, une rigueur jusque-là inefficace. Ce qui fait dire à certains experts qu'une sortie de la zone euro est la seule solution pour mettre fin à l'interminable crise de la Grèce. Doit-il continuer à lui dire « tu » et l'appeler François? Le maire de Tulle laisse pointer sa perplexité après la visite du président élu dans sa terre d'élection de Corrèze. De l'émotion, bien sûr, de la nostalgie aussi, même si, comme l'a dit François Hollande, la fierté l'emporte. La parenthèse corrézienne du nouveau président s'est achevée au Conseil général du département, où, comme dans les rues de Tulle, il a été longuement applaudi. Pour l'instant, je suis dans la partie la plus agréable de mon mandat. Je circule,
J'attends mardi prochain qu'on me transmette les pouvoirs. Les gens ont l'air contents. Mais je me demande d'ailleurs comment j'ai fait pour n'avoir que 51,6% des suffrages. Je vois le nombre de personnes qui viennent vers moi. Voilà, c'était à Tulle ce matin. Ce même François Hollande qui échappe à l'ISF. Le journal officiel publie aujourd'hui la valeur du patrimoine déclaré par le président élu. Une valeur totale de 1,17 million, dont une maison à Mougins d'une valeur de 800 000 euros, 2 appartements à Cannes de 230 000 et 140 000 euros. On y apprend aussi que François Hollande n'est pas collectionneur et ne possède aucune valeur boursière. Toujours est-il que la semaine qui va s'ouvrir ne sera pas de tout repos, loin de là pour le nouveau chef de l'État. On a déjà évoqué ses prochains rendez-vous européens, mais c'est dès lundi une rencontre très politique qui est notée à l'agenda présidentiel. Nathalie Guillouard. La semaine de François Hollande commencera lundi par le Conseil national du PS. Le parti doit investir ses candidats aux législatives. C'est la dernière fois que François Hollande sera présent à ce type de réunion avant son investiture. Mardi, 10h, l'heure à laquelle aura lieu la passation de pouvoir. Une cérémonie que le président veut très protocolaire. Après l'investiture à l'Élysée et la montée des Champs-Élysées, il se rendra à l'Hôtel de Ville de Paris. Puis une éventuelle visite sur la tombe de Marie Curie au Panthéon. François Hollande nommera également son Premier ministre. Et dans la foulée, il s'envolera à Berlin rencontrer Angela Merkel pour une réunion de travail. C'est seulement mercredi, en fin de journée, que sera annoncé le nouveau gouvernement. Jusqu'à présent, sa composition a soigneusement été tenue secrète. Ce serait l'un des chocs des prochaines législatives. Un duel à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Pierre Laurent avait lancé l'idée, son parti, le Parti communiste, l'a suivi aujourd'hui à l'occasion d'un conseil national. Et le principal intéressé, Jean-Luc Mélenchon, sera demain sur place pour une probable annonce de candidature. Julien Cholin. Mélenchon face à Le Pen aux législatives, ça se confirme. Réuni en Conseil national ce matin, le Parti communiste a donné son accord. Une décision validée en amont par la section d'Hénin-Beaumont. Jusque-là investi par le Front de gauche, Hervé Poly a donc annoncé son retrait pour laisser sa place aux députés européens. Faire barrage au Front national, le Front de gauche poursuit sa stratégie des présidentielles et espère bien faire d'Hénin-Beaumont un symbole de sa reconquête. Marine Le Pen tente un hold-up sur une circonscription dans laquelle le rapport de force lui est très défavorable. Donc je crois qu'il est normal que la gauche relève le défi. À l'élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête à Hénin-Beaumont avec 35% des suffrages. Mais au second tour, c'est François Hollande qui s'est imposé avec 60% des voix. Pour espérer l'emporter, Jean-Luc Mélenchon devra devancer le candidat socialiste au premier tour, car Hénin-Beaumont ne sera finalement pas concerné par l'accord entre le Parti communiste, le Parti de gauche et le PS. Un accord qui ne concernera qu'une cinquantaine de circonscriptions, là où la gauche pourrait se retrouver éliminée dès le premier tour. Et réaction de Jean-Marie Le Pen à la venue possible du futur adversaire de sa fille, Marine. Je ne crains pas, je le cite, la venue de Jean-Luc Baudruchon à Hénin-Beaumont. Le président d'honneur du Front National était à Cavaillon, venu présenter les candidats de son parti aux législatives dans le Vaucluse, dont sa petite fille Marion. Toujours dans la rubrique parachutage, mais à droite cette fois, la 3e circonscription des Yvelines reviendra à Henri Guénaud. Le conseiller spécial et plume de Nicolas Sarkozy a été investi par Jean-François Copé. Une investiture qui fait grincer des dents et en particulier celle de l'UMP. Olivier Delaporte, le maire de la Celle-Saint-Cloud, a décidé de maintenir sa candidature. Et nous revenons tout de suite sur l'information de cette journée, c'est-à-dire l'Europe, avec nos invités sur notre plateau. Je vous présente Guillaume Duval, rédacteur en chef de la revue Alternative économique. À côté de vous, Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur économique de notre chaîne, et Stéphane Rosès. Bonsoir, notre analyste politique. Stéphane, une semaine cruciale pour François Hollande. Il se rend dès mardi, on l'a dit, chez Angela Merkel, la chancelière allemande. Incontestablement, François Hollande joue gros dans cette affaire. Oui, absolument. Tout de suite, la contrainte européenne s'exerce, contrairement à 80 où François Mitterrand avait pu tester le rapport au système monétaire européen pour finalement plier devant lui, avec ensuite des plans Delors qui avaient rendu la gauche minoritaire dans le pays. Là,
très certainement, à la fois l'opinion ne connaît pas d'état de grâce, c'est un état de gravité. Le pays a intériorisé la contrainte extérieure et François Hollande sait que le chemin sera étroit. Il nous l'a dit à Tulle, ses priorités sont d'abord de relancer la production, puis de réduire les déficits, puis de préserver le modèle social. Comme s'il voulait se donner des marges de manœuvre. Les chiffres européens, évidemment, restreignent les marges de manœuvre et le vrai sujet, c'est de faire bouger l'Allemagne. Alors, vous l'avez dit, François Hollande va voir Angela Merkel, qui, évidemment, sous la pression de la crise grecque et de la situation en Espagne, en Italie, donne des signes de vouloir effectivement bouger vers la croissance, mais elle a exprimé le fait que c'était une croissance qui devait être liée à des réformes structurelles, là où, on le sait, François Hollande n'est plus sur une relance keynésienne. Elle ne veut pas d'une croissance qui s'appuie sur un nouvel endettement. Absolument, elle considère que ce serait un retour en arrière. Alors, la difficulté pour François Hollande, c'est qu'il doit très vite prendre la coalition de tous les autres pays, hormis d'Allemagne, de sorte de passer d'une confrontation, d'un dialogue franco-allemand où la France, avec Nicolas Sarkozy, était trop faible, à la capacité d'agréger autour de lui d'autres pays qui, au plan économique, peuvent ne pas dire exactement la même chose, mais qui ont en commun de vouloir faire bouger Angela Merkel. C'est tout à fait décisif, tant ce front extérieur qui précède le front intérieur de François Hollande, on l'a vu, les législatives et le redressement économique du pays en dépend. Alors Stéphane, l'attitude de François Hollande de la semaine prochaine sur les dossiers européens peut avoir incontestablement aussi des conséquences, j'allais dire, dans la politique nationale française. Oui, absolument, il ne faut pas s'y tromper. Un des éléments qui ont expliqué la victoire de François Hollande, même si une majorité d'électeurs ont voté plus pour François Hollande que contre Nicolas Sarkozy, c'était quand même dans la dynamique permettant, au-delà de la gauche, de rassembler, le fait que Nicolas Sarkozy était là. Or, Nicolas Sarkozy n'est plus là. Ce qui veut dire que les rapports de force sur les législatives deviennent plus instables. Et donc, du coup, très certainement que les signaux que va donner François Hollande au pays, au plan intérieur, et la façon dont l'Europe réagit au mécontentement des peuples par rapport aux politiques bruxelloises qui en sont la cause, vont être observés par les Français de façon importante et évidemment par l'électorat. Il y aura le score du FN, mais il y aura aussi la question du score du Front de gauche, qui ont un point en commun, un mécontentement vif à l'égard des politiques européennes, l'une avec des réponses nationales et l'autre des réponses plus européennes. Mais enfin, tout cela va sans doute obliger François Hollande, et c'est un autre des rendez-vous de la semaine prochaine, à mouiller sa chemise. S'il veut une majorité absolue, il ne va pas pouvoir laisser en première ligne le Parti socialiste habituellement. Il va devoir, outre ce front extérieur chargé, mouiller également sa chemise sur le front intérieur. Merci Stéphane. Jean-Louis Gombault, c'est quand même un avertissement assez sévère qu'a dressé aujourd'hui Bruxelles vis-à-vis de la politique financière française. Je le rappelle en deux mots, un déficit prévu de 5,2% fin 2012 et une croissance qui est bien en deçà de celle prévue par François Hollande, 1,7%. Bruxelles annonce 1,3%. Alors, le chiffre, il y a deux séries de chiffres importants, ceux que vous venez de donner, et surtout 2013, puisqu'en fait, compte, l'objectif, c'était de revenir à 3% de déficit en 2013, et les perspectives de croissance que nous a présenté aujourd'hui la Commission européenne ne devrait pas, selon elle, permettre d'atteindre ces fameux 3%, puisqu'on serait à 4,5%, à 4,2%, c'est-à-dire une réduction assez faible par rapport à ce qu'on devrait atteindre en 2012. Alors effectivement, est-ce que ça bouleverse les plans de François Hollande? Est-ce que c'est une pierre dans son jardin? Bien sûr, ça, incontestablement, puisqu'il se prépare à annoncer les premières mesures qui vont arriver dans les semaines qui viennent. C'est le problème de la retraite à 60 ans, plus la prime de rentrée scolaire. Et là-dedans, il a à peu près pour 1,5 milliard. Et donc, effectivement, on n'est pas dans cette... Mais d'un autre côté, on peut dire quand même que quelque part, ça confirme un peu ses thèses, puisqu'il n'arrête pas de dire, écoutez, l'Union européenne rentre en période de récession, il faut réanimer la croissance. Alors sa première remarque, ça a été, je vais m'adapter, je vais regarder tout ça. J'ai demandé à la Cour des comptes un rapport sérieux sur l'exécution de la loi budgétaire. Elle va me remettre ça fin juin, et il a confirmé
qu'envers et contre tout, il aurait ces 3% fin 2013. D'où l'extrême importance de cette rencontre, Guillaume Duval, avec Angela Merkel, où, comme je le dis Jean-Louis, François Hollande va rester dans sa ligne de plus de croissance pour l'Europe. Absolument, je crois qu'il y est contraint plus que jamais, c'est-à-dire que c'est vrai que les mauvaises nouvelles qui s'accumulent en Europe, à la fois en Grèce, mais aussi et surtout en Espagne. L'Espagne, c'est un beaucoup plus gros morceau que la Grèce. S'il faut aider l'Espagne, ça consiste à... Enfin, l'Espagne, ça pèse autant que la Grèce, l'Irlande et le Portugal réunis. Donc là, la crise change de nature et de dimension en Europe si on est contraint de faire ça, et c'est bien la question qui est posée aujourd'hui. Alors c'est vrai que ces mauvaises nouvelles apportent des contraintes supplémentaires sur ces marges de manœuvre en France, mais en même temps, c'est aussi, et très clairement d'autres l'ont dit déjà, une opportunité pour lui de se montrer plus ferme. Peut-être qu'il en avait eu l'intention au départ vis-à-vis d'une Angela Merkel qui est toujours aussi intransigeante sur le fond. Vous avez rappelé ce qu'elle a dit hier sur le fait qu'on n'allait pas s'endetter ensemble, alors que bien sûr qu'il faut aujourd'hui relancer l'activité. Alors il faut certainement des mesures structurelles, mais on ne passera pas à côté de mesures conjoncturelles pour soutenir l'activité avec une Espagne qui a 24% de chômeurs. Sinon, c'est la crise sociale et politique qui est garantie en Europe. Est-ce que ces chiffres sont la cause, la conséquence, la résultante des politiques menées par Nicolas Sarkozy? C'est ce que sous-entendait aujourd'hui Michel Sapin, le conseiller économique de François Hollande. Pour la France, c'est une toute petite variation, mais pour l'Europe, les mauvaises nouvelles qui s'accumulent sont le signe de la faillite de la politique qui a été menée par Angela Merkel et soutenue par Nicolas Sarkozy. Bon, il cherchait toujours à se mettre sur l'image avec Angela Merkel, mais c'était bien la politique d'Angela Merkel. C'est la faillite de cette politique. Elle a abouti à ce que beaucoup de gens avaient prévu, c'est-à-dire à faire replonger toute l'Europe dans la récession, à faire repartir le chômage en Europe, et ça, il faut y mettre fin. Il n'empêche, on ne peut pas faire l'impasse sur la réduction drastique des déficits aujourd'hui en Europe. Je ne sais pas. Si la meilleure solution... Vous interrogez sur cette question? Enfin, la question des 3% en 2013 était déjà, apparaissait déjà à beaucoup de gens comme totalement irréaliste avant ces mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il faut en rajouter sur l'austérité aujourd'hui, comme le font les Espagnols? Donc les Espagnols qui ont déjà 24% de chômage, on leur demande de réduire encore plus leur déficit cette année. C'est de la folie furieuse. Ça ne peut qu'aggraver la situation européenne si on va dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faudra y aller sans doute, mais très modérément. Jean-Louis Gombault, est-ce que les Français doivent s'attendre à des efforts supplémentaires? Là encore, c'est Jérôme Cahuzac qui l'a très largement laissé entendre aujourd'hui. J'ai remarqué d'ailleurs, petite parenthèse, qu'on voit beaucoup plus souvent Michel Sapin à côté de François Hollande que Jérôme Cahuzac. Je ne sais pas si c'est un signe de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais c'est lui qui était hier avec la discussion avec M. Van Rompuy et Juncker. Bon, cela dit, je pense quand même qu'il y a le problème du rationnel économique qui est un peu exposé, c'est-à-dire qu'on va, etc. Mais la question est quand même qu'il y a une pression telle de l'Allemagne. Je ne vois pas François Hollande y résister en début de mandat. C'est-à-dire qu'il me semble clair. D'ailleurs, si vous regardez le programme de François Hollande, on l'a beaucoup accusé d'être dépensier. Enfin, c'est quand même pas des choses absolument énormes qui ont été avancées dans les promesses qu'il a faites. Vous évoquiez la prime de rentrée scolaire. Ça reste quelque chose sur les retraites. On peut toujours trouver qu'un milliard, c'est trop. Moi, ce que je retiens, c'est que François Hollande a dit, en 2013, on sera à 3%, même si, entre-temps, on nous dit qu'on va perdre un demi-point de croissance par rapport à ce qui était prévu au départ. Et en 2017, on sera à l'équilibre, en tout cas, c'est ce qu'il dit aussi. Voilà, donc c'est cet objectif-là qu'il a confirmé cet après-midi, à tort ou à raison. Stéphane Rosès. Oui, Angela Merkel a été tout à fait cordiale pour féliciter François Mitterrand. Mais elle l'attend à bras ouverts. Elle l'attend, François Hollande, pardon. Mais elle a fixé ce qu'à son avis devait être l'agenda de la rencontre de façon assez carrée. Et en même temps, rien ne peut se faire sans la France. Il y a un poids
politique de la France. Et c'est un moment originel que ce qui va se passer la semaine prochaine. Je ne crois pas que François Hollande a intérêt à en passer sous les fourches caudines parce que la pression est forte sur l'Allemagne. C'est le premier élément. La seconde variable, c'est évidemment quelle va être l'attitude du SPD lors du vote, je pense, sous votre contrôle. C'est le 24, c'est ça. Le Parlement allemand, oui. Ça a été repoussé. Parce qu'ils disent, enfin, je peux... Oui, bien sûr. Simplement, ils disent maintenant on veut attendre être sûr de ce que veut le vote français. Mais c'était programmé pour le 24 mai, la semaine dernière. C'est ça. Alors, ça c'est une variable. À la fois, François Hollande ne peut pas se permettre absolument d'indiquer qu'il semblerait attendre les sociaux-démocrates. Ça ne se fait pas. Et à la fois, tout ça pèse également sur Angela Merkel, de la même que pèsent les analyses sur le fait que la crise, les attaques des marchés financiers sont des attaques parce qu'il n'y a pas de politique européenne. Et parce qu'y compris les agences de notation estiment qu'il n'y a pas de stratégie européenne. Ça pourrait être du coup une situation de judoka pour François Hollande que d'utiliser cette crise pour enfin donner des perspectives communes aux gouvernants européens. Et puis, Guillaume Duval, il y a la Grèce. On vient d'apprendre que la gauche radicale renonce à participer à un gouvernement. Donc, c'est le flou le plus total en Grèce ce soir encore en matière institutionnelle. Et on peut s'attendre à tout. Là-bas. On peut s'attendre à tout en Grèce et on peut s'attendre aussi à tout en Espagne et c'est au moins aussi important. On peut s'attendre à tout, mais on ne peut rien prévoir. Merci Jean-Louis Gombaud de cette conclusion. Alternative économique, eh bien, votre dernière livraison est en kiosque. Comment et que peut-il faire? On parle bien sûr de François Hollande. Des réponses dans ce dernier numéro d'Alternative économique. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Majorité absolue pour les deux partis nationalistes algériens. Le FLN et le Rassemblement national démocratique sont les vainqueurs des législatives de ce pays. Les partis islamistes, en revanche, essuient un revers en arrivant en 3e position. Mounir Soussi. Les urnes ont rendu leur verdict, pas de percée islamiste en Algérie. Le FLN contient la poussée des religieux qui touchent le Maghreb. Le parti présidentiel arrive en tête et rafle 220 sièges sur 462, laissant la 3e place à la coalition de l'Algérie verte. En seconde place, la formation du Premier ministre remporte 68 fauteuils. Des résultats violemment dénoncés par les islamistes. Avant le début des élections, des voix s'étaient élevées pour mettre en garde contre les fraudes. Plusieurs partis avaient même appelé au boycott du scrutin. Un vote sous l'œil de 500 observateurs internationaux déployés dans tout le pays. Je voudrais vous dire que dans les bureaux observés, les choses se sont passées en général d'une façon assez satisfaisante. Les citoyens, en général, ont pu vraiment exercer leur droit de vote. Pourtant, le soupçon d'irrégularité persiste. Au lendemain de la consultation, 150 plaintes ont été enregistrées. 2 d'entre elles visent des ministres en exercice. Ils auraient continué à faire campagne jusque dans l'enceinte des bureaux de vote. L'autre enjeu de cette consultation était le taux de participation. En légère hausse par rapport à 2007, il dépasse les 42%. Mais si ce frémissement donne le sourire au pouvoir, il ne masque pas la défiance des Algériens vis-à-vis de leurs dirigeants. Bonsoir Amel Boubaker, vous êtes sociologue, vous êtes l'une des spécialistes de la politique algérienne. On vient de connaître le résultat des législatives il y a quelques heures maintenant, avec un résultat. Est-ce qu'il vous surprend ce résultat? Les deux partis au pouvoir et bien surtout en tête des résultats. Non, il n'est pas surprenant. Il est surtout le signe que ce qui était au cœur de ces élections, ce n'était pas le bouleversement des rapports de force politiques. Nous avons les deux partis d'administration, les deux vieux partis d'administration qui se retrouvent au pouvoir aujourd'hui encore une fois. Le parti islamiste et l'alliance verte, telle qu'il a été convenu de l'appeler, peut être aussi qualifié de parti d'administration, puisque le MSP est un parti islamiste au pouvoir depuis 1997, donc ce n'est pas un nouveau parti. Donc voilà, l'enjeu n'était pas véritablement le bouleversement des rapports de force politiques, c'était beaucoup plus d'offrir un plébiscite pour donner à voir une espèce de scénario d'une transition organisée par le haut d'une Algérie qui se dirige vers la démocratie. Alors, ce plébiscite, on en est loin, parce qu'il y a d'abord l'abstention, un taux de participation qui est
dépasse à peine 40%, Oui. 60% d'abstention. Et puis, il y a eu des appels au boycott dans cette élection. Et visiblement, ces appels ont été entendus. Il faut d'abord souligner que le taux d'abstention est relatif à la source officielle, la source administrative, qui est la seule source disponible en Algérie. Donc, on peut considérer que l'abstention est beaucoup plus forte que ce qu'elle n'a été annoncée de façon officielle. Et puis, effectivement, vous avez raison. Il y a eu énormément d'appels au boycott. Pour la première fois, les Algériens n'étaient plus simplement dans une posture d'indifférence, mais bien évidemment dans une posture de rejet politique du système. Il y a aussi un phénomène générationnel. Les jeunes majoritairement, et les jeunes en Algérie, ça représente beaucoup de monde, 65% de la population, ont massivement rejeté le processus électoral parce que ça n'est pas pour eux le lieu du changement. Ce n'est pas pour eux, à travers un Parlement qui n'a somme toute que peu de pouvoir, à travers des élections que l'on sait empreintes de fraude, c'était le cas pour les scrutins qui ont précédé ce scrutin-ci, eh bien les jeunes Algériens ne manifestent que peu d'intérêt pour ces élections. Alors la fraude, un mot sur la fraude. Les islamistes ce soir la dénoncent, cette fraude pour eux massive dans ces élections. En tout cas, ils sont déçus, les partis islamistes ce soir. Oui, pas simplement les partis islamistes, à vrai dire d'autres partis, les partis de gauche tels que le FFS qui avait pour la première fois, ou en tout cas depuis longtemps, accepté de participer à ces élections, dénoncent lui aussi les actes de fraude. Après, toute la question est de savoir quelle est l'alternative au boycott. Et c'est véritablement l'enjeu aujourd'hui en Algérie. Il y a une espèce de consensus sur l'idée que finalement ces élections ne sont pas importantes, que le pouvoir, le système qui est en place aujourd'hui au pouvoir en Algérie est le principal, l'acteur qui contrôle le mieux la possibilité de réforme ou d'ouverture du système. Ça n'est pas une volonté affichée de la part du pouvoir aujourd'hui. Maintenant, la vraie question, c'est celle de l'alternative politique, surtout dans un contexte de succession au président Bouteflika, qui, je vous le rappelle, est censé terminer son mandat en 2014. Mais alors, est-ce que le résultat de ces élections est une bonne nouvelle pour Abdelaziz Bouteflika ce soir ? Finalement, non. L'image d'un plébiscite populaire, d'une transition, je vous rappelle qu'il avait organisé une transition démocratique dès avril 2011 en édictant un certain nombre de réformes, code de la presse, code des associations, loi sur les associations, loi sur les partis politiques. Et ces lois sont censées être entérinées par cette nouvelle assemblée qui est censée être une assemblée constituante, ce qui pose aussi des problèmes sur le plan législatif puisque les Algériens n'ont pas élu une assemblée constituante et la question est de savoir si véritablement cette assemblée sera capable et autorisée à modifier la Constitution. Est-ce que l'Algérie ce soir va mieux aujourd'hui que hier soir ? Écoutez, si l'on regarde du côté du leadership, celui-ci n'a pas changé depuis 1962, je le disais en début. Le FLN est toujours au pouvoir. Toujours le même personnel politique. Par contre, si l'on regarde du côté de la société civile, il y a une vraie prise de conscience, une nouvelle culture d'opposition qui se fait d'ailleurs en dehors des partis et en dehors des institutions. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 100 tentatives d'immolation en Algérie, des émeutes, des grèves tous les jours. Et effectivement, la situation risque de s'acheminer vers un changement, qu'il soit positif ou négatif, on ne le sait pas encore. Comment expliquez-vous qu'en Tunisie ça bouge, qu'en Égypte ça bouge, qu'en Libye ça bouge? Comment expliquez-vous que ça ne bouge pas en Algérie? Il faut savoir que la figure du pouvoir en Égypte, en Libye, en Tunisie est beaucoup plus concentrée, si je peux le dire de cette façon-là, qu'en Algérie. En Algérie, le système est opaque, il est difficile de savoir à qui l'on va demander de dégager, selon l'expression consacrée dans les pays arabes. Et puis, il y a aussi une répression, un système sécuritaire très très important en Algérie, où les boycotteurs dont vous parlez, qui ont appelé au boycott ou simplement qui ont souhaité se manifester pacifiquement, publiquement, ont été emprisonnés, voire kidnappés par les services de sécurité. Merci beaucoup Amel Boubaker d'être venu nous voir et de vos éclairages ce soir sur l'Algérie. La question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire de nouvelobs.com, la voici cette question: le Parti socialiste doit-il avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale? Eh bien, vous avez été près de 2000 votants ce soir et vous avez répondu majoritairement oui à cette question. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À suivre chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale, le magazine Entre les lignes. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Merci à tous. En 1974, Richard Nixon est contraint à la démission suite au scandale du Watergate. 40 ans après le début de l'affaire, ce documentaire revient sur la carrière politique du président républicain. I want all of the American people to know that, as far as I'm concerned, we've just begun to fight.
Nixon, l'homme que vous avez aimé haïr. Lundi à 22h30 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.